Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin. Bon matin. Bon matin. J'en ai trois qui vont bien. Les autres, ça va? On est stressé un peu, mais ça va. Et vous? Oui, ça va bien. Merci. Un petit peu de problème avec mon ordi, là. Je fais la navette entre trois postes là, pour donner mes cours ces temps-ci, mais hormis ça, ça va bien. J'aide tout le monde durant la session, puis là, c'est rendu à mon tour à avoir des petits problèmes de connexion. Donc, ça semble être stable ce matin, là. J'espère que ça va bien aller. Ce n'était pas le cas hier dans mes cours de dessin assisté. Donc, voilà. Donc, nous, dans notre séquence, dans notre calendrier, on avait opté pour l'option épreuve certificative la semaine prochaine, tout le monde. Ouais. Ouais. Ça convient toujours à tout le monde. Si vous faites partie du site, faites-vous-en pas. Vous n'avez pas besoin de vous. Je vais rester avec vous. Donc, si vous avez du temps supplémentaire, la séance Zoom va rester active. Donc, faites-vous-en pas. Vous n'avez pas à aller vous connecter sur le site du site ou quoi que ce soit. Je fais ça avec vous, là. Donc, je reste avec vous pour la période de temps alloué. Donc, faites-vous-en pas si vous faites partie du SAID. Donc, ça pourrait peut-être enlever un autre élément de stress inutile. Donc, pour le calendrier, ça va. Donc, le cours du 9 décembre sera une période de questions, une période de vérification de plan par les pairs. Puis, c'est ça, une période de questions pour peaufiner la chose. Puis, votre remise finale, on s'est entendu que vous aviez jusqu'au 16 pour vraiment tout remettre. Pour ce qui a trait, donc je le sais, là, c'est stressant aussi pour ceux qui sont en IT. Pour la session d'hiver, je sais que j'en parle souvent, mais ça me tient à cœur. Je trouve ça un peu particulier. J'ai pas de réponse de l'administration, puis j'ai pas de réponse du coordonnateur, donc ils n'ont pas statué. Moi, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que le 18, fallait régler les, les cas, les dossiers en IT. Donc, le 18 décembre est la date limite pour remettre, si vous avez un projet de la session dernière à remettre, c'est le 18 décembre pour tout le monde. Il n'y a pas d'extension possible. Si je n'ai pas la maquette le 18, malheureusement, l'administration, le système informatique va attribuer la note de 0 automatiquement. Donc, faites juste attention, là, ne dépassez pas cette limite-là. C'est la dernière info que j'ai par rapport à ça. Donc, je tenais à ce que tout le monde soit mis au courant. Oui. Mais dans le fond, c'est que je sais qu'Alexandre vous avez écrit par rapport à ça, et vous avez parlé à l'administration, mais ça se peut justement qu'il vous donne des nouvelles autrement, comme je dis, en ce moment, est-ce que c'est final ou on attend, il y a encore une possibilité que ça change? Ben, moi, je reste toujours optimiste parce que selon le calendrier, c'est le 22, la date finale de la session, c'est ça. Donc, moi, je reste toujours optimiste, sauf que ce que j'ai eu comme information de la personne en charge des modifications de notes, donc Isabelle Delage, m'a envoyé un dernier courriel me disant que c'était le 18. Après ça, la note tombe à 0. Donc, je voudrais pas alarmer personne, mais moi, je viserais le 18 comme date limite tout le monde pour Monsieur, éviter tout problème. Oui. ça me fait me demander, vous voulez qu'on vous remette ça comment? Ben, Où, je veux dire? En fait, vous pouvez me l'envoyer par Mio sans problème. Tous ceux qui ont déjà remis leur dossier me l'ont envoyé par Mio, puis ça fonctionne très bien, sans OK. problème. OK? C'est Donc, le, oui, c'est vas-y. le 17 à le 18 à 0,0,1 minute ou c'est le 18 à minuit? Ben, honnêtement,
je vais toujours à la fin de la journée. Je reste toujours dans OK. le plus optimiste de la chose. Fait que c'est ça. Moi, OK, j'ai c'est bon. comme la date change à 23h59. On va optimiser la chose. Ne débordez pas ça, par contre. Là. Moi, j'ai plus aucun contrôle en dehors de ça après. OK? Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. Excellent. Donc, le calendrier, ça va? On peut passer à un autre sujet. Donc, sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, en fait, c'est les détails architecturaux. Détails architecturaux, je sais que pour la plupart, c'est peut-être un peu moins votre tasse de thé. Peut-être, il y en a qui aiment ça. Ceci étant dit, moi, c'est mon dada de par ma formation en architecture. Donc, je vous ai mis dans OneDrive, dans Léa, des dossiers de référence que vous avez peut-être déjà, que vous avez peut-être vu en éléments sur mesure ou en éléments d'architecture. Donc, je vous ai mis un dossier cloison ossature CGC. Je vous ai mis des photos de chantier aussi qu'on peut regarder ensemble. Les éléments de charpente, ça, normalement, vous les connaissez, les montants métalliques, mais je tenais quand même à mettre en lien les dimensions des montants métalliques. Je vous ai fait un exemple de coupe de cloison avec les retombées de plafond, puis un exemple de détails architecturaux. Soit dit en passant, dans les bureaux, ils fonctionnent encore sous la forme de maquettes hybrides avec Revit. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on bâtit tous nos détails architecturaux puis on les réutilise pas ou on peut même réutiliser en fait des éléments qui proviennent d'AutoCAD. Donc, petite procédure simple à faire. Si vous avez des détails qui ont déjà été montés avec AutoCAD, qui ont déjà été faits, puis vous voulez les réutiliser, oui, on peut faire un PDF avec, puis l'insérer dans notre mise en page directement. Ça fonctionne super bien, puis c'est ce qu'on appelle des maquettes hybrides. Donc, les détails architecturaux qui sont des annotations, qui sont des spécifications de matériaux, d'assemblage peuvent être mis en PDF directement sur nos mises en page. Ceci étant dit, je vous montre une petite procédure. Vous avez déjà fait un élément sur mesure, vous avez mis des zones de remplissage, vous avez mis des lignes de détail, mis des annotations, ben, c'est le même principe pour les détails architecturaux. Donc, on va faire une petite tournée des éléments que je vous ai remis donc en PDF. Donc, les éléments de charpente, donc les montants métalliques standards, les sablières, etc. Sablières flexibles si vous faites des murs en courbe, fourrure plutôt, métallique, donc avec les dimensions. C'est pour ça qu'en fait que je les ai mis là, pour que vous puissiez, si vous faites des petites lignes de détail pour représenter des fourrures métalliques ou des montants métalliques, bien, vous avez les dimensions pour le faire. Donc, c'est vraiment des lignes de détail qu'on ferait à ce niveau-là. Dans les photos de chantier, donc, juste pour vous montrer. Donc, on le dit tout le temps, le premier élément que l'entrepreneur va faire, c'est de positionner vos cloisons. Il va installer la lisse basse, puis après ça, il va mettre les montants métalliques à l'intérieur. Donc, que ce soit un mur courbe, que ce soit des murs rectangulaires, droits, à angle, peu importe, c'est vraiment les éléments d'ossature qui vont être fixés à la dalle de béton en premier lieu. C'est la lisse basse, OK? Puis après ça, on va mettre nos montants métalliques à l'intérieur. Donc, ici, on voit qu'on a des petits murs en courbe. Bien, on voit que la sablière peut être flexible, elle est articulée. Donc, on peut la modeler selon la forme de nos murs qu'on a besoin. Puis, on va venir insérer nos montants métalliques à l'intérieur. Évidemment, plus la courbe est cintrée, plus il va y avoir de montant métallique pour pouvoir avoir le plus de support possible pour fixer nos gyps dessus. OK? Donc, ça, c'est le petit mur courbe. On est venu installer les montants métalliques. On a la sablière qui est le même principe que notre lisse basse. Donc, elle fait exactement la même courbure. Elle suit exactement la même forme. Évidemment, après ça, la pose de gyps. Mais ici, ce qu'on voulait montrer, c'est en fait
dans nos projets, on peut avoir des murs qui s'arrêtent sous les plafonds, puis des murs qui sont dans la dalle. Ben, dans ce cas-ci, on voit la trame de plafond passer d'une pièce à l'autre, puis nos cloisons s'arrêtent dessous. La cloison va être attachée mécaniquement aux T principaux, donc directement dans le T de suspension de nos plafonds suspendus. Donc, on va être ancré dedans. Et c'est comme ça que nos murs vont tenir. Ceci étant dit, le fait que notre mur est bien supporté, c'est le fait que on crée des angles et c'est ça qui vient renforcer nos murs. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de monter jusqu'à la dalle. Donc, ces murs-là sont fixés ensemble, fixés au sol, puis ancrés mécaniquement à toutes les 24 pouces à montée principale de plafond suspendu. Petit exemple, avant-après des murs courbes. Donc, selon les types de gyps qu'on va utiliser, on a plusieurs épaisseurs. Dans le cas de murs courbes très cintrés, oui, il peut y avoir même des formes qui sont prémoulées, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment du gyps avec un endos en fibre de verre. Donc, le gyps est plus mince, puis il me permet d'avoir une plus grande flexibilité. Anciennement, sur les chantiers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient faire des entailles à l'arrière des panneaux de gyps, mais ce que ça faisait, c'est que ça faisait saccader, donc ça ne faisait pas des belles courbes. Maintenant, avec les endos en fibre de verre, la courbure est beaucoup plus belle. Hein? Donc, il n'y a pas de... ça ne fait pas un octogone, finalement. Vous avez déjà vu ça, ces éléments d'architecture-là, ou vous n'avez jamais vu ça? On a vu ça dans notre cours en architecture. Oui, parfait. Donc, je passe rapidement là-dessus. L'installation des portes. Donc, on voit les cadres quand on les reçoit sur le chantier. C'est des éléments qui sont soudés à la base. Pourquoi? Parce que quand je viens pour installer mon cadre de porte, ben, il faut qu'il soit rectiligne, le carré soit parfait. Donc, les éléments qu'on voit ici, c'est des éléments qui vont être enlevés, donc découpés sur le chantier une fois que la porte va être installée en place. On voit ici les deux petits ancrages, en fait. On vient ancrer le cadre de porte directement dans la dalle. Une fois qu'elle est bien positionnée de niveau, on vient couper les barres. Évidemment, on ne veut pas de barres dans l'interstice de la porte, sinon on va s'accrocher les pieds. Donc, voilà. Donc, les murs en courbe. Cadre de porte avec section vitrée latérale. Petit exemple de mur rideau. Donc, au niveau des corridors, quand vous faites des corridors que ce soit en gyps ou en tuiles acoustiques, ben, c'est les murs latéraux qui vont venir supporter les plafonds suspendus. Donc, évidemment, les murs de corridor, dans ce cas-ci, ils sont nécessairement dans la dalle puisque c'est eux qui vont supporter les plafonds. Donc, encore une fois, ici, des murs qui ne vont pas jusqu'à la dalle, qui s'arrêtent sous le plafond suspendu. Donc, on voit l'ossature est installée là, en premier lieu. Puis après ça, on vient faire l'habillage. Donc, évidemment, beaucoup plus, puis on le voit tout de suite, c'est beaucoup plus rapide pour l'entrepreneur de venir faire son filage électrique dans les nouvelles cloisons. Hein. On n'a pas de gyps, donc on passe le filage automatiquement dans les interstices de nos sablières pour aller les relier au panneau électrique par l'entreplafond ou en haut du plafond suspendu. Donc, d'où, si j'ai des prises à installer, ben, c'est beaucoup plus rapide dans un nouveau mur que dans un mur existant, puisqu'il faut que je fiche et que je passe le filage à travers des murs qui sont déjà faits. Donc, dans un mur nouveau, c'est beaucoup plus simple. Donc, cloison vitrée, donc à une certaine hauteur. Donc, même principe. Les montants métalliques sont
taillés à la hauteur, donc qui servent de... La sablière et la lisse deviennent des linteaux. On appelle ça des linteaux au niveau des parties hautes des cloisons vitrées. Donc, les montants métalliques sont taillés à la hauteur qu'on a besoin. On vient installer une lisse en haut et en bas de notre ouverture et on vient insérer notre cadre à l'intérieur. Il est fixé par l'arrière, donc il y a un montant métallique latéral. On vient insérer notre fenestration, puis on vient le fixer par l'arrière. Donc, la méthode de fixation se fait par l'arrière. Exemple de plafond suspendu. Donc, on voit, premier élément qui viennent fixer contre le mur, une moulure en L ou parfois des montants métalliques. Donc, tout dépendant de la superficie qu'on a à couvrir. Dans ce cas-ci, c'était pas très large, donc fourrure métallique dans un sens, petit montant métallique de 1 pouce 5/8 dans l'autre sens. Donc, ça vient former une grille à ce moment-là. Et tout ça est suspendu. On voit ici là, la tache, il y a un filin métallique qui vient s'ancrer à la dalle tout en haut. Même principe pour un plafond en tuile acoustique. J'ai une moulure en L fixée dans les murs latérales. J'ai les T principaux, puis je vais avoir des filins de suspension. Est-ce qu'on les voit plus ou moins? En fait, il y aurait des filins métalliques qui viennent suspendre ce plafond-là. Autre principe, corridor de plus ou moins 5 pieds. Donc, encore une fois, si vous voyez, là, j'ai un mur qui est en courbe, donc la moulure en L est entaillée. Ils vont faire des entailles dessus pour pouvoir la courber, faire suivre la courbe de mon mur et on va être ancré dans tous les montants verticaux. Donc, le L métallique, il va venir être fixé à travers le gyps directement dans les montants du mur. Si vous remarquez, là, quand j'ai des murs qui sont dalle à dalle, si je n'ai pas de valeur ITS dans mon mur, ben, vous allez voir bien souvent le gyps, là, ils vont l'interrompre, ils n'ont pas besoin de le monter jusqu'au plafond. Ça laisse l'opportunité de, si j'ai du filage à passer par après, ben, je vais pouvoir le faire. Donc, ça va être beaucoup plus facile puisque j'ai des ouvertures. Donc, le gyps, là, même on aurait très bien pu l'arrêter, là, 6 pouces en haut de ma retombée de plafond ici, puis je n'ai pas besoin de ces panneaux de gyps-là. Pourquoi? Parce que mon mur, il n'y a pas de valeur ITS dedans. Par contre, si j'ai une cloison acoustique, ben là, évidemment, mon gyps, tous mes matériaux vont monter jusqu'à la dalle. Pourquoi? Parce que je veux intercepter le son finalement, donc je veux éviter le transfert des ondes sonores par les ouvertures. Donc, dans ce cas-là, si c'était un mur ITS, ben, je viendrais monter mon gyps jusqu'en haut. Installation des encastrés, donc dans les tuiles acoustiques. Donc, on vient perforer les tuiles acoustiques, on vient insérer nos appareils d'éclairage à l'intérieur. Même principe ici. Donc, différentes retombées de plafond, qu'elles soient en courbe, qu'elles soient à droite. Toujours le même principe. Donc, petit document que vous pouvez consulter. Il est disponible sur Léa et OneDrive. Donc, ça, c'est pour les deux premiers. En fait, CGC ossature, ben, en fait, c'est ni plus ni moins que les données techniques là, pour les cloisons de gyps. Donc, vous avez la nomenclature de tous les descriptifs des cloisons. Donc, un petit peu le résumé là, de ce qu'on est allé chercher, donc les différentes cloisons acoustiques. Ce que je veux montrer là-dedans, c'était plus... Donc, le mur courbe ici. Donc, la sablière qui est ancrée au sol. Puis, on nous mentionne
que les montants seront à tous les 12 pouces, centre-centre, et plus ma courbure est cintrée, plus je vais avoir de montants pour fixer mon gyps. Je pense qu'on nous donne même ce qu'on nous donne. Bon, en fait, on voit là, les graphiques de toutes les photos qu'on avait tantôt. Je voulais voir. Oui, ici. Donc, gyps, les épaisseurs de gyps avec les rayons de courbure possibles. Donc, si j'ai vraiment un rayon de courbure très cintré, ben, mon gyps va être beaucoup plus mince pour me permettre de faire des courbes. Puis si c'était encore plus cintré que ça, ben, c'est des éléments qui seraient déjà prémoulés à ce moment-là. Donc, on a des valeurs là, de rayon maximal là, pour, exemple, un gyps 1,5. Là, si j'essayais de faire un rayon de courbure vraiment plus petit que 4 pieds, ça risque d'être saccadé et de même se fissurer. Donc, petite donnée technique là, par rapport aux cloisons de gyps. Au niveau des coupes et des tailles, bon, les coupes et détails, ça peut aller de très, très simple à très complexe. Évidemment, nos cloisons, on peut faire des cloisons selon les différents ITS qu'on a dans notre projet. On va venir détailler l'assemblage des matériaux. On va venir détailler les types de plaintes, les types de plafonds suspendus qu'on va avoir dans notre projet. Évidemment, le but dans cet exercice-là, c'est d'éviter d'avoir à faire. C'est sûr, je pourrais faire une coupe par cloison dans mes pièces, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer en fait les différents types de plafonds, les différents assemblages que je vais avoir. Donc, je peux avoir des cloisons qui sont sous plafond de gyps, ça aurait pu être sous plafond de tuiles acoustiques aussi. Donc, dépendamment des types de plafonds, puis de montrer un petit peu le départ des plafonds de gyps qui sont en lien avec nos murs. Donc, ce que je disais tantôt, dans les bureaux, disons des détails types de cet ordre-là, ils vont prendre le PDF puis ils vont l'intégrer directement dans la maquette Revit, dans la mise en page. Donc, ça peut être une façon d'éviter d'avoir à refaire tous ces détails-là. Détails architecturaux, bon, là, on voit les retombées de plafond. On a, par rapport à un mur existant, ça aurait pu être par rapport à une nouvelle cloison aussi. Cloison, mur rideau à une certaine hauteur. Donc, l'important de la coupe ici, c'est de montrer les différents paliers, les différents niveaux, à quelle hauteur notre cloison elle est installée, etc. Ça aurait pu être un très, très bon exercice pour le mur qui est dans le gym, entre le gym et la salle de présentation, ce qu'il n'avait pas fait dans cette étape-là, mais avec la coupe, on aurait compris que notre cloison, elle commence à 5 pieds, mais on le voit dans la coupe à ce moment-là. Donc, ça, c'est des exemples que vous pouvez regarder, consulter. C'est disponible dans OneDrive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des détails architecturaux dans Revit? Ben, on le sait, quand on vient placer une vue, l'élévation se fait. Quand on vient placer une coupe, la coupe est générée en fonction des éléments sur lesquels je vais faire ma coupe. Donc, si je fais un exemple dans mon plan de construction, par exemple, donc dans la nouvelle construction, je suis dans quel plan, moi, ici? Oui, plan de construction. Donc, si je viens placer une symbole de coupe, très simple à faire à partir de la vue dans laquelle je veux représenter ma bulle, je vais me placer sur mon plan de construction, par exemple, puisque c'est là que je vais faire ma référence. Je viens placer ma coupe à l'endroit où je veux la voir et il vient générer automatiquement une coupe. D'emblée, la bulle reste vide, en fait, puisqu'elle n'est pas encore activée. Dès que je vais placer ma vue sur une mise en page, la référence va se faire. OK? Donc, si je prends ma coupe que j'ai placée ici tantôt, donc ça vient générer une coupe
que je peux recadrer aux besoins. Donc, évidemment, si j'agrandis, on va voir le mobilier apparaître. Ce n'est pas le but de la coupe architecturale. Donc, je viens tout simplement cintrer ma coupe sur mon élément. J'ai placé mon échelle à 1,5 pouce égal à 1 pied pour faire une coupe totale, donc faire une coupe pleine grandeur. Les niveaux vont s'afficher automatiquement. Donc, ici, ce que je pourrais faire, c'est indiquer, oui, c'est le niveau de l'étage 1, mais c'est sous la dalle, j'ai mon 112 pieds ou 12 pieds sous la dalle. C'est ce qu'on avait mentionné. Donc, mes murs vont dans la dalle. Donc, je peux changer ici l'appellation, dire en dessous de la dalle, j'ai 12 pieds. Le niveau en bas, niveau rez-de-chaussée, je suis au niveau 100. Donc, vous voyez, il fait la coupe automatiquement et il va représenter les éléments. Donc, j'étais près de la porte, donc il va me représenter la porte automatiquement. Au niveau du graphique, je peux aller au niveau de détail élevé. Pourquoi? Parce qu'à cette échelle-là, moi, je veux voir le gyps apparaître. Donc, je vois tout de suite les composantes de mon mur. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est venir rajouter mon linteau, ma lisse, si vous voulez, au niveau haut de ma porte. Je vais me placer en ligne cachée. Donc, ça va représenter exactement mon élément tel qu'il est à l'endroit où j'ai positionné ma coupe. Donc, si vous voulez faire une coupe sur la porte, bien, placez votre bulle à l'intérieur de votre ouverture, puis il va faire exactement la coupe de ma porte. Puis après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de définir, OK, j'ai un plafond en gyps. Évidemment, lui, il va montrer ma couche de gyps, mais la structure, il ne sait pas comment c'est fait. Donc, c'est à moi de venir rajouter, selon le type de suspension qu'on a, ben, les montants métalliques, les fourrures métalliques et mes annotations. OK? Donc, si je rallume mes éléments, ben, j'ai fait un petit truc de base. Je vais afficher mes catégories. Donc, cet élément-là, je les avais masqués par élément. OK, donc c'est pour ça que ça fait ça. OK. Donc, je vais juste réafficher mes éléments pour vous montrer. OK. Donc, je suis venu rajouter montant métallique, 2 pouces 2 pouces et demi. J'ai mis ma fourrure métallique qui, elle, sera à toutes les 24 pouces centre. On le sait que ces éléments-là vont être suspendus, mais au départ de mon mur, évidemment, tout ça, c'est fixé au montant métallique qui est vertical ici. Donc, la représentation graphique reste fort simple. J'ai 2 éléments pour faire mon plafond suspendu, puis j'aurai à rajouter mes annotations. Je peux rajouter mes cotes pour représenter ma coupe. Donc, si vous avez déjà fait des éléments d'architecture de ce type, ben, vous savez que d'un côté, vous pouvez mettre vos cotes, de l'autre côté, vous venez mettre vos annotations, puis illustrer, décrire ce qui se passe dans la coupe. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les PDF pour que vous ayez un élément de référence de base. Moi, ce que je veux dans ce projet-là, c'est avoir au moins deux coupes, 2 détails architecturaux représentatifs de votre projet. Donc, ça peut être des retombées de plafond, ça peut être des cloisons vitrées puisqu'on ne les a pas détaillées comme telles. Dans un projet réel, évidemment, j'aurais plusieurs coupes architecturales. Toutes les retombées de plafond seraient détaillées d'emblée. Puis,
une fois que ça a été fait, ben, je vais venir les positionner sur ma page coupe et détails architecturaux. L'avantage de ce logiciel-là, ils sont nombreuses, mais on le sait que quand on vient placer notre coupe dans notre plan de construction, puis on vient définir, donc dans ce cas-ci, quel type de bulle que j'utiliserais pour représenter ma coupe? Référence. Excellent choix. Donc, la bulle de référence va faire le lien avec la page d'où provient ma coupe. Donc, si vous voulez les renommer en C1, C2, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je laisse des numéros, mais ça n'a aucune incidence pour moi. Donc, si vous préférez écrire C1, E1 pour les élévations, etc., vous pouvez le faire. Vous identifiez votre titre. L'échelle s'affiche automatiquement. Puis, voilà pour nos coupes et détails. Donc, c'est évidemment des zones, des lignes de détail que j'ai rajoutées. On peut rajouter des zones de masquage s'il y a des éléments qu'on ne veut pas montrer. S'il y a des éléments qui sont, on peut les masquer aussi. Puis, on peut rajouter des zones remplies s'il y a des matériaux qui ne s'affichent pas. Donc, principe assez... la carcasse de la coupe se fait automatiquement, donc c'est à nous de la peaufiner. Et c'est pour ça que je vous ai mis des petits exemples là, types pour mettre vos annotations. Qu'est-ce qu'on met sur nos coupes habituellement. Donc, vous avez deux coupes à réaliser au minimum. Si vous voulez en faire plus, let's go. Hein? Je ne pense pas qu'à cette période-ci, on veut se lancer dans remplir 3 pages de détails architecturaux, mais l'idée, c'est de comprendre la mécanique de la chose, comment on les crée, comment on les décrit, on les illustre. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pourriez remontrer vite comment faire la ligne qui coupe avec les crochets? Là? Je sais pas si la ligne de brisure? Mais ouais, parce que j'ai bugué. Fait que je ne sais pas si vous l'avez déjà remontré. Ou... La ligne de brisure, en fait, c'est une composante de détail. Donc, je vais l'enlever là, tout simplement. Si je viens dans annoter, composante de détail, dans ta liste, c'est la ligne de brisure. Donc, quand tu viens l'insérer, elle va automatiquement s'insérer à l'horizontale ou tu viens la positionner où tu la veux. OK? Donc, quand on clique dessus, on voit qu'il y a une zone qui est masquée. Donc, dans ce cas-ci, elle est vers le haut. Je peux faire une rotation de ma ligne de brisure pour la positionner à la verticale. Je vais enlever l'autre que j'ai mis ici. Puis là, tout simplement, je vais venir la positionner à l'endroit où je veux la voir. Merci. Ça va? Je le sais que je suis pointilleux. Quand vous faites des coupes symétriques, on s'entend que la partie qui est de l'autre côté du mur, si elle est identique, on va utiliser la commande miroir. OK? Puis, pour faire mes montants, mes fourrures, là, c'est des lignes de détail. Puis, comme je les réutilise, j'ai créé un groupe avec. Donc, que j'ai nommé montant métallique, fourrure métallique. Puis là, je vais pouvoir les réutiliser dans toutes mes coupes. Donc, j'ai juste dessiné mes lignes, puis j'ai créé un groupe avec. Donc, hyper simple. Puis après ça, ben, c'est un élément. C'est comme un bloc, finalement. Puis je viens le répéter où j'en ai besoin. On sait que c'est symétrique de l'autre côté. Ben, si je prends tous les éléments de cette vue-là, puis je faisais l'option miroir, donc si je prends avec axe de symétrie, ben, il va prendre l'axe du mur, puis il va faire la symétrie de l'autre côté. Ma ligne de brisure, j'ai oublié de la sélectionner, donc je vais le refaire. Donc, on s'entend. Moi, je suis un peu pointilleux, fait que moi, j'aime pas ça que mes lignes de brisure soient inversées un côté comme de l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une rotation pour la positionner exactement dans le même sens que l'autre. Puis, je vais faire un miroir pour qu'elle soit dans le même sens et
que ça masque du côté que je veux, c'est-à-dire opposé. Donc, j'ai fait miroir de ma vue, puis j'ai fait une rotation de ma ligne de brisure pour qu'elle soit placée dans le même sens. OK? J'aime pas ça voir des lignes de brisure. Ben, mon œil accroche, puis j'aime pas ça voir ça. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, ça me bug un peu. Donc, je fais à ce moment-là une rotation de ma ligne de brisure, puis je peux faire même une image miroir pour qu'elle masque du côté opposé, puisque ça ne le faisait pas tantôt. Oui, non, peut-être? Ouais. Excellent. Donc, pour les détails architecturaux, relativement simple, en fait, une fois qu'on comprend la mécanique, puis on comprend comment c'est assemblé, c'est relativement simple à venir faire la coupe, puisque le 3/4 est généré d'emblée par le logiciel. Il nous reste à peaufiner la chose. C'est le même principe dans vos mobiliers sur mesure, honnêtement. Si vous faites, vous détaillez le plus possible vos in situ quand vous faites vos coupes, il nous reste à mettre les différents panneaux, les différentes lignes supplémentaires pour créer nos mobiliers sur mesure. Et c'est le même principe pour les détails et coupes architecturales. Oui, non. Est-ce que ça va pour tout le monde? Avez-vous Oui. des questions, des insultes ou autres? Oui. Dans le fond, on fait 2 coupes, c'est ça? Oui. OK. On s'entend que si on voulait faire, puis là, je ne dis pas que c'est le cas, là, mais si je voulais faire juste un détail d'une retombée de plafond, ma vue, évidemment, je pourrais, si ma souris veut suivre, oui, je suis dedans. Donc, je vais rallumer mon cadre. On s'entend que si je veux faire un détail architectural à une échelle beaucoup plus grande, je pourrais prendre seulement que le haut de ma coupe, puis faire un détail architectural beaucoup plus gros, donc à 3 pouces égale 1 pied, par exemple. Oui, non, peut-être. Donc, si vous avez des détails architecturaux à faire, puis on n'a pas besoin de la cloison au complet, mais on veut juste faire la retombée de plafond, on pourrait aussi faire ce type-là à une échelle plus grande, ce qui nous permet d'aller plus dans le détail pour aller coter, pour aller annoter nos éléments. Donc, on s'entend, si je veux faire une coupe complète, puis je veux faire un détail agrandi, oui, je peux prendre l'option détail puis faire un détail agrandi, mais dans ce cas-ci, je voulais que ça soit ma coupe, mais je veux juste montrer une portion de ma coupe, je peux le faire de cette façon-là, sans problème. Je pourrais même rajouter une ligne de brisure ici au bas pour masquer, pour montrer que mon mur se continue vers le bas. D'où l'importance d'avoir, si je veux faire un détail de ce type-là, je n'ai pas de lien avec le plancher puisque j'ai une ligne de brisure qui masque le bas de mon mur. Ma référence avec mon niveau ici est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que je sais que si je pars mes cotes du plafond, je vais pouvoir coter vers le bas à ce moment-là. Donc, je suis toujours en lien avec un élément qui est existant. Donc, ça me permet de coter à ce moment-là la partie haute, puisque je n'ai plus de lien avec le plancher comme tel. Est-ce que ça vous va? Oui, merci. Donc, dernier point, PDF que je disais tantôt, là, quand on fait insérer image, on peut insérer un PDF directement. Ça pourrait être très, très rapide, faire des détails architecturaux. Je prends le PDF, puis je viens de l'intégrer. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, si vous avez, puis ça va venir, vous avez un projet synthèse à faire, puis il y a certains éléments que vous n'arrivez peut-être pas à dessiner là, directement sur Revit, mais vous les avez faits sur CAD, vous pouvez générer un PDF puis l'intégrer directement dans votre mise en page
et c'est fort simple. Donc, insérer PDF. Je suis directement sur ma mise en page. Je viens insérer mes coupes de cloison. Je lui donne la résolution que je veux avoir. Évidemment, plus la résolution est grande, plus c'est précis, mais plus c'est lourd. OK? Donc, dépendamment de si j'ai une page complète à faire, comme dans le cas présent, bien, si je le mets à 150 points par pouce, ça devrait être suffisant, puis je peux aller zoomer dessus sans problème. Donc, ce principe-là est fort utile, fort utilisé dans le marché du travail. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir à refaire tous les détails. 98% des bureaux ont fonctionné ou fonctionnent encore toujours sur AutoCAD, ben, ils vont avoir leur base de données. Je prends un exemple fort simple. Là, à venir jusqu'à l'année dernière, j'ai fait une visite chez Bombardier, puis ils utilisaient encore AutoCAD, mais pas avec la version 2019. Là. Ils travaillent avec une version antérieure, mais passablement antérieure. C'est la version 2007 qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que leur logiciel, leur base de données est tellement complète, complexe que le fait de transférer dans une version plus récente, il y a des coûts reliés à ça. Et puis, leurs fichiers ne se transféraient pas sur les nouvelles versions. Donc, faites-vous-en pas. Dans le marché du travail, il va y avoir de tout. Hein? Il y en a qui vont travailler d'emblée sur Revit pour tous les projets. 80% des bureaux vont travailler avec Revit pour surtout les projets, les nouvelles bâtisses, pour les projets institutionnels, les projets gouvernementaux sont tous faits sur Revit, ça c'est certain. Mais résidentiel, bureau, il y a encore énormément de CAD. Malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de faire de stage cette année, là, mais vous allez être en lien avec des gens du marché. Il va y avoir des mentors, vous allez avoir des séances, des rencontres, en fait. Vous allez voir leur pratique, comment ils fonctionnent. Donc, voilà. D'où cette pratique-là que j'appelle des maquettes hybrides. Hein? Donc, on se sert de toutes les bases de données qu'on peut pour peaufiner nos jeux de plans. Puis, sur CAD, c'était la même chose aussi. Donc, quand on fait nos mises en page, l'important, c'est d'avoir l'info disponible. Donc, s'il y a des trucs qui sont hyper complexes à dessiner, puis on n'y arrive pas, dites-vous qu'on a toujours une porte de sortie pour y arriver. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Je le sais que des fois, je déroge un peu, puis j'essaie de vous donner le plus d'outils possible là, avec le temps qu'on a, en fait, pour, voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres à prodiguer? Moi, j'aurais une question, mais ça n'a pas rapport avec ce que vous nous montrez. J'aurais une question sur l'examen. Ça va être sur Revit, j'imagine. Oui. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que c'est possible que je le fasse au CRD? Oui. OK. Sans problème. Bon. C'est parfait. Merci. Donc, il va y avoir si on parle de l'épreuve certificative, justement, première partie, donc il y a deux parties à ça. Une partie plus théorique, en fait, c'est un questionnaire. Hein, donc, vous allez avoir un questionnaire un petit peu comme l'année dernière, en fonction des notions qu'on a eues, en fonction des jeux de plans, etc. Donc, petit questionnaire, forms à remplir. Puis, vous allez avoir une maquette déjà amorcée dans laquelle je vous donne une liste de vérifications, ni plus ni moins, puis qui vous indique, oui, vous avez des vérifications à faire, mais vous avez aussi des correctifs à apporter, des trucs à ajouter. Donc, vous n'avez pas une maquette à constituer, vous n'avez pas un relevé à faire, mais vous avez des modifications à apporter à un projet. Donc,
tout ça se tient à l'intérieur de 4 périodes, je ne peux pas me permettre de vous faire recommencer une maquette au complet, puisque 80% des projets que vous allez faire, la maquette, normalement, on va vous la fournir. Et même dans votre ESP, vous allez avoir une maquette déjà montée. Vous n'aurez pas un relevé à faire. Donc, dans l'épreuve certificative, je sais qu'on est passé par ces étapes-là au début, là, en DAO 3D, en PDX 2, d'amorcer la maquette. On a passé passablement de temps là-dessus, mais c'est un passage obligé dans le sens où on a vu des commandes à travers cette étape-là, puis en même temps, on a constitué notre propre maquette. Mais dans le cadre d'un projet, les firmes d'architectes et d'ingénieurs travaillent à la maquette, à l'enveloppe, si on veut, du bâtiment. Cette enveloppe-là sera verrouillée, puis on va avoir accès, exemple, à la maquette proprement dit, pour la portion ou le mandat qu'on a à faire dans les différents projets. Donc, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Oui, c'est sous forme de cloud, en fait. Donc, on a accès ils appellent ça un hub. Donc, on a accès à la maquette maîtresse verrouillée par les différents intervenants dans le projet. Puis on fait notre séquence de plans et selon le mandat qu'on a à faire. Donc, on le sait, de toute façon, l'enveloppe du bâtiment, on ne peut pas toucher à ça. C'est plus les cloisons intérieures qu'on traite. Donc, d'où les relevés, à moins que ce soit un projet résidentiel puis qu'on part de zéro, la plupart des maquettes vont être déjà montées. Je suis encore parti sur une tangente. Donc, ça pour dire que vous n'avez pas un relevé à faire durant votre épreuve certificative. C'est plus de la modification, des ajouts à une maquette déjà établie. OK, merci. Donc, si le CRD ouvre à 8h30, je suis correct pour avant, après 8h30, vu qu'on a questionné avant, juste pour être sûr. Le CRD ouvre à 8h30? Oui. OK. C'est juste que j'ai pas trop confiance en Remote Lab. Là. Moi, il m'a planté une couple de fois. Fait que je préfère aller au CRD. Là. Puis si je perds 30 minutes, ben, je perdrai pas 30 minutes. Mais non, tu ne perdras pas 30 minutes. Comme j'ai dit tantôt, les gens qui font partie du site, je reste avec eux. Donc, tu pourras rester une demi-heure de plus avec moi. Parfait, merci. C'est bon? Donc, il n'y a pas de problème là. On va s'ajuster cas par cas. Puis, bon, évidemment, je ne pensais pas qu'il ouvrait à 8h30. Il ouvre à 8h30. OK, on va s'ajuster. Faites juste me mentionner, hein, si vous avez des cas particuliers comme ça, même s'il fallait se loguer à l'avance, là, on pourrait en discuter par Mio, là, mais envoyez-moi un petit message là, pour que j'ai un son de cloche. C'est quoi votre particularité, votre cas, donc que je puisse être disponible justement, puis pouvoir vous supporter, vous guider là, tout au long de cette épreuve-là. Donc, je veux juste savoir si, effectivement, donc, si vous commencez à 8h30 parce que le CRD ouvre plus tard, si vous faites partie du site, vous avez besoin de plus de temps, vous aimeriez ça. Est-ce que vous avez un cours, donc c'est une question en même temps, est-ce que vous avez un cours après le cours de PEDEX? Moi, oui. OK. Donc, bon, je prends ce cas-là, si vous faites partie du site, je ne dis pas que c'est le cas, si vous faites partie du site puis vous avez un cours tout de suite après, je peux ouvrir la séance Zoom à 7h là, au lieu de 8h. Là. Donc, je vais m'ajuster. Là. Donc, faites juste m'écrire un MIO pour m'aviser de votre situation pour que je puisse vraiment régler les cas particuliers. Est-ce que ça vous va?
Oui. Excellent. Donc, le but là-dedans, c'est que peu importe la circonstance, je ne veux pas qu'il y ait un stress supplémentaire pour des problèmes dits techniques. Là. OK? Sinon, si on revient au projet, est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres? La tâche est claire, vous êtes en mesure de procéder.